En arrivant à Tétouan, je savais que je n'allais plus retourner à Oran. Ma tante avait déjà écrit à ma mère pour lui dire que je lui causais beaucoup de problèmes à Oran et qu'il valait mieux pour moi rester à Tétouan. Moi non plus, je ne veux plus revenir à Oran, dis-je. J'appris que durant mon absence, ma mère avait eu une fille, morte en bas âge. Je remarquai que son ventre enflait de nouveau. Mon père jouissait comme d'habitude de son chômage. Il passait son temps à ne rien faire dans le Fiddan. Il dormait beaucoup et mangeait comme un cochon, prisait du tabac et rentrait ivre la nuit. Il continuait d'insulter les gens sans épargner Dieu aussi parfois. Il n'aimait personne sur cette terre. Si un chat s'approchait de lui, il le prenait par la queue et le jetait violemment contre le sol. Quant aux animaux comestibles, il se montrait plutôt aimable à leur égard, du moins juste avant de les égorger. La brutalité avec laquelle il s'emparait de ces bêtes était encore plus terrible que la mort elle-même. Rahimou, ma sœur, avait grandi. Ma mère comptait de plus en plus sur elle pour l'aider à vendre ses fruits et légumes. Les copains du quartier organisèrent une rencontre au sommet entre Commère et moi en vue d'une réconciliation. Mais je pensais toujours à la vengeance. Les gamins me craignaient. Je les épatais souvent. J'arrivais à placer une ou deux lames de rasoir dans ma bouche et je parlais sans me blesser. Ils savaient que j'étais devenu maître dans la manipulation des lames de rasoir aussi bien pour jouer que pour me battre. Le bordel de Sania était toujours le même. Seules les femmes avaient changé. Il y avait là de nouveaux proxénètes. Je retrouvais le plaisir de dormir dans les rues en compagnie des clochards. Un matin, je fus réveillé par une jeune fille tendre et jolie mais qui boitait. Elle me demanda si j'étais le fils de Madame Mimouna. Bien sûr que j'étais le fils de Mimouna. Mais que fais-tu dans les rues? Pourquoi ne dors-tu pas chez toi? Lui dis-je. Mon père m'a mise à la porte. Elle m'apporta du pain, du beurre et un verre de café au lait. Je n'avais pas osé lui refuser l'hospitalité au coin de cette rue. Je m'arrangeais pour partir très tôt le matin de ce lieu. Je n'étais plus sensible à l'affectation des gens, des femmes comme des hommes. L'hiver, je dormais près d'une boulangerie, je me ramassais comme un porc hippique et me collais au mur chaud juxtaposé au four. Lorsque je me réveillais au milieu de la nuit pour changer de position ou pour aller pisser, je découvrais toute une bande de chats autour de moi. J'aime bien le rythme de leur respiration, lent et régulier, comme le bruit lointain d'une usine. J'aimais bien entendre une voix triste venue de loin. Ainsi certaines mélodies diffusées dans les cafés me parvenaient, tristes et merveilleuses. Ismahan, Kulthum, Abdel Wahab, Farid al-Atrash. Il était mes chanteurs arabes préférés. Un matin, je fus réveillé par les questions d'un individu. « N'es-tu pas le fils de Monsieur Haddou ?»« Non, ce n'est pas moi. » Il insista. « Ce n'est pas toi, le fils de Haddou qui vient de rentrer d'Oran. »« Je ne suis pas son fils. Je ne connais personne du nom de Haddou. »« Comment t'appelles-tu alors ?»« Mohammed. »« Mais ton père c'est bien Haddou ben Allal, et ta mère c'est bien Mimouna. »« Je t'ai dit que je ne connais que moi-même. »« C'est qui ton père alors ?»« Il est mort. »« Mort ? » ?»« Oui, depuis longtemps. » Comment s'appelait-il? Je ne sais pas. Comment tu ne connais même pas le nom de ton père? Je connaissais son nom, mais je l'ai oublié. Quand il est mort, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Il me regarda un instant puis soupira. Telle est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Il me tendit deux pesettes et me dit, tiens, achète-toi de quoi manger. Tu dois avoir faim. Je lui répondis sèchement, je n'ai besoin de rien. J'ai mon argent. Comment? Tu as de l'argent et tu dors dans les rues comme des chats? Tu es fou ou quoi? Je lui dis en colère, le vieux chat c'est toi, et le vrai fou c'est toi. Je lui fixai des yeux et criai, oh! Et parti en le laissant derrière moi en train de marmonner. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, qu'Allah nous préserve des enfants de cette époque. Ma mère accoucha d'une fille. Ils la nommèrent Zora comme l'autre fille qui venait de mourir. Elle aussi mourut peu après, mordue par un rat. Souvent mon père me poursuivait dans la rue.
m'attrapait par le bras et me battait jusqu'au sang. Quand ses bras étaient fatigués, il me traînait jusqu'à la maison et utilisait son ceinturon. Il me mordait la nuque, les oreilles et les mains, distribuant des gifles. Dans la rue, il ne pouvait pas me battre à sa guise. Les passants intervenaient. Chaque fois qu'il m'attrapait, je tombais par terre et ne me relevais plus. Je hurlais comme un fou. Il me tirait comme si j'étais un sac. J'arrivais toujours à lui échapper et m'enfouir aussi loin que possible. Je le maudissais. Je haïssais toute l'humanité. Je crachais sur le ciel et sur toute la terre. Je fumais du kiff et buvais du thé avec des habitués de café. Nous décidâmes un jour d'organiser un vol, de quoi passer une nuit au bordel. Nous nous dirigeâmes vers le Grand Soko, là où il y avait une foule nombreuse. La main de mon père s'abattit sur moi. Je n'eus pas le temps de lui échapper, mais les copains de ma bande l'attaquèrent. Des coups violents furent échangés. Je l'entendis gémir et appeler au secours. Je le vis se défendre, cachant son visage en sang. Je m'éloignai un peu pour mieux observer le spectacle. J'aurais voulu participer à la bagarre. S'il y avait moins de monde, je l'aurais fait. J'étais vengé, satisfait de voir couler son sang comme il m'avait fait couler le mien. Mon copain Abslem me rejoignit. « Quel fils de pute! Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce chien ?»« Rien, c'est mon père. »« Ton père ?»« Oui, mon père. Mais il mérite encore plus que ça. » Un autre copain, Septawi. « Quel fils de rien! Quel fils de pute! Que s'est-il passé entre vous ?»« Tu sais, dit Abslem, c'est son père. »« Son père ?» se tournant vers moi. « C'est ton père ?»« Oui, il mérite encore plus. C'est un chien. » En arrivant au bout de la rue Talla, je vis un homme Saoul sortir d'une porte. C'était une nuit pluvieuse et froide. Abslem fit remarquer que la pluie allait adoucir l'atmosphère. L'homme tomba par terre et essayait de se relever avec difficulté. Septawi, il est complètement Saoul. Nous entrâmes par la porte d'où cet homme venait de sortir. Une femme sentant l'alcool nous reçut. Un corps fin, mais un visage fatigué, usé. Elle prit le visage d'Abslem entre ses mains et l'embrassa sur la bouche en faisant du bruit. Elle lui dit « Que m'apportes-tu aujourd'hui? Qu'apportes-tu à ta mère ?» C'était donc sa mère. Étrange, une mère qui embrasse son fils comme un amant. Abslem lui répondit « Tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux tant que je serai en vie. » Je vis Septawi entrer dans une chambre éclairée d'où sortaient des cris et des rires d'hommes et de femmes. Abslem me présenta à sa mère. « Maman, je te présente Mohamed, un nouvel ami. » Elle me regarda avec des yeux endormis. « Il va veiller avec nous cette nuit. » Elle prit mon visage entre ses mains et m'embrassa tendrement sur la bouche. Je pris plaisir à sentir ses mains et son visage tout près du mien. Il en émanait un parfum mélangé avec l'odeur de l'alcool. « Bienvenue chez nous, me dit-elle. Elle me regarda de nouveau. Ses yeux étaient vraiment fatigués, traversés par une larme tardive, une larme qui les faisait briller. Je pouvais me voir dans ses yeux quand elle penchait sa tête en arrière. Que me veut-elle? Est-elle en train de m'ensorceler? Me demandai-je. J'étais un peu inquiet. Abslem la regardait en souriant. Était-ce bien sa mère ou était-ce une combine montée entre eux deux? C'était peut-être son fils adoptif. « Montez tous à la chambre, tous vos désirs seront satisfaits, » nous dit-elle. Je montai avec Septawi au premier étage. Abslem resta parlementer avec elle. Une gamine d'une dizaine d'années nous apporta un plateau avec des petites verres et une bouteille de cognac thé. « Il n'y a rien de meilleur que le cognac pour les jours de grand froid, » dit Septawi. « C'est aussi un bon digestif, surtout que le dîner était gras, » dis-je. Le portefeuille que Septawi avait volé contenait 3000 pesettes. Abslem doit être en train de demander à sa mère de nous procurer 3 belles jeunes filles de l'extérieur. Tu sais, ajouta Septawi, beaucoup de filles ne se prostituent pas publiquement. Elles sont chez elles et attendent l'appel des maquerelles. Certains sont mariés, d'autres sont tout à fait vierges.
Mais tu crois qu'on peut coucher avec une vierge? En fait, les filles vierges veillent avec l'ensemble. À la fin de la soirée, elles rentrent chez elles ou passent la nuit chez la maquerelle. Et si quelqu'un veut rester avec une fille vierge, dans ce cas-là, il faut payer le prix de son débucelage. Combien? Non, je ne fais que poser une question, lui dis-je. Dis, tu veux t'envoyer une vierge? Pourquoi pas? Tu sais, ça va te coûter entre 1000 et 1500 pesettes. Tu ne penses pas qu'il y a des jeunes filles chez la mère Abslam? Chez la mère d'Abslam? J'ai entendu des voix dans la chambre d'en bas. Oui, elle doit avoir sous la main 2 filles professionnelles. Je les connais. Nous les avons pratiquées. Abslam et moi. Cette nuit, il n'y a qu'une nouvelle qui boit du cognac pour calmer une rage dedans. On entendit des voix fines. Les voilà, elle arrive. La mère d'Abslam apparut, souriante, suivie de 3 filles en caftan. Un mariage, un vrai mariage. La mère but un verre et disparut. Abslam apporta une cartouche de cigarettes blondes. Les filles s'installèrent entre nous sans vraiment choisir leur partenaire. Pendant 3 jours, je ne mis pas le nez dehors. Les filles partaient le matin au bain et nous revenaient le soir lavées, maquillées, parfumées. Sebtaoui et Abslam les accompagnaient. Moi, je préférais rester dans la chambre, dormir et rêver mes souvenirs de Tanger, de Tétouan et d'Oran. La nuit, la vie prenait un goût d'éternité. Je dépensais à peine 300 pesettes. La mère d'Abslam venait des fois me parler de sa vie, boire et fumer avec moi des cigarettes Virginia ou du kiff. Le 4e soir, Abslam et Sebtaoui ne revinrent pas. Il me demanda d'aller à leur recherche. En sortant, j'eus le vertige. Je revins 2 heures après. Il se mit à pleurer. On ne les a pas arrêtés? Non? Je ne savais comment la calmer. Je répétais, j'espère que non. Il ne me lâcha pas jusque tard dans la nuit. Elle avait toujours un verre de cognac à la main. Elle se lamentait ou riait. Tu sais, Mohamed, il y a en bas une jeune fille qui va dormir toute seule. Veux-tu dormir avec elle? C'est gratuit. Je m'arrangerai avec elle. Je lui souris, but mon verre d'un trait. Il se pencha sur moi, me prit par le menton et m'embrassa avec volupté sur la bouche. Elle me dit, « Tu me rappelles beaucoup mon frère Salem. Il avait le même âge que toi quand il a été renversé par une voiture. » Elle remplit de nouveau son verre et trébucha. Pour la première fois, je voyais une femme ivre. Elle sortit péniblement de la chambre et cria, « Yasmina, monte !» Elle lui murmura quelque chose à l'oreille, sans doute à mon sujet. La jeune fille vint vers moi dans son caftan. Elle était intimidée. Elle dit, « Le froid persiste malgré toutes les pluies. » Nous échangeâmes peu de mots. Je sentis que sa présence allégeait sensiblement mon ennui. Je lui pris la main et voulus lui dire, par le regard et le sourire, « Je ne comprends pas beaucoup de choses dans le monde. Et toi, Yasmina ?» Les yeux souriaient. « Moi non plus, je ne comprends pas grand-chose dans cette vie. » Il fallut éteindre la lumière pour ne pas passer toute la nuit à nous regarder comme frères et sœurs.